Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Raoul, comme c'est marqué ici en petit. Et je vais répéter la partie remerciement. Donc merci aux gestionnaires du bâtiment de nous héberger dans ce bel amphi, avec un vidéoproche qui fonctionne, ça a l'air d'être assez exceptionnel pour le souligner. Et surtout merci aux orgas. Alors moi, comme je vais le dire juste après, je suis néo-toulousain depuis 2 mois. Donc je ne suis pas forcément très habitué au meet-up à Toulouse, je suis plutôt habitué au meet-up à Paris. Et c'est super bien organisé. Enfin, là, j'arrive, je mets les pieds sous la table, sous l'amphi. Et puis je déroule. Donc franchement, super bien organisé. Alors, pas grand-chose à faire. C'est assez agréable. Donc moi, je suis consultant chez Octo Technologies. Donc Octo Technologies, c'est une société de conseil qui est basée à Paris et qui vient de s'implanter à Toulouse. Donc on est le nombre exceptionnel de 3 alors qu'on est 400 en région parisienne. Et on fait un peu de tout, on fait de l'expertise, du consulting, délivrer de la formation, et pas seulement sur la partie Ops, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui, mais aussi sur plus largement de l'agilité et tous les mots que vous pouvez trouver en termes de buzzword par rapport à la transformation digitale. Moi, je suis venu principalement pour les Pyrénées, et niveau stack technique que j'ai côtoyé, j'ai commencé principalement avec du Ruby, du Puppet, et puis plus récemment, j'ai commencé à faire pas mal de Terraform d'Ansible, et pour survivre avec du Python, et je fais également pas mal d'AWS, je donne des formations dessus notamment. Pour commencer, une petite définition de ce qu'est l'infra as code. Alors, vu l'intitulé du meetup, je ne suis pas sûr que ça étonne grand monde, ni que vous apprenez grand-chose sur cette slide-là. Et puis, ça me permet aussi de poser un cadre pour la suite de mes slides. Donc le principe, c'est de décrire sous forme de code exécutable et testable. Le testable est important pour la suite de mes slides, c'est pour ça que je fais une petite phrase dessus. L'architecture technique d'infrastructure. Mon titre, c'était un peu de craft dans l'infra as code, et donc du coup, on va parler un petit peu de craft là-dessus. L'infra as code, comme son nom l'indique, ça tourne autour du code. Le software craftsmanship et le code font plutôt bon ménage, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on mélange le truc, on mélange les deux, on travaille dessus, et on pond des slides. Donc voilà, pour le pitch que je vous ai prévu aujourd'hui. Avant de replonger plus dans la partie technique, etc., on va aussi pas mal parler d'interaction ou une manière de bosser ensemble. Et là, j'ai repris une des phrases du manifeste agile. Donc souvent, le software craftsmanship va souvent de pair avec les aspects d'agilité. Parfois, il y a certains trucs qui sont difficiles à dire si ça vient de la droite, ça vient de la gauche. Puis en vrai, peu importe. Et la phrase que j'ai mise en avant là-dessus, c'est les individus et leurs interactions, plus que les processus et leurs outils. Bon, c'est cool, hein, le manifeste agile, ça a 17 ans, ça veut dire quoi par rapport à du code et tout, donc c'est ce qu'on va voir un peu derrière. Autre élément, sur la partie software craftsmanship, donc là, je ne me suis pas foulé, pareil, hein, j'ai pris la définition à Wikipédia, et l'emphase qui est mise, c'est sur les qualités, les compétences de développeurs, des développeurs eux-mêmes, plus que sur le code produit, les processus, etc. L'idée, si on la résume un peu plus vulgairement, un peu plus simplement, c'est qu'en prenant soin des compétences des développeurs, automagiquement, on aura du meilleur code en sortie. Donc là, voilà, des belles phrases pour dire qu'il faudrait faire des choses jolies. Et puis voilà. Derrière, c'est l'idée que tout ce qu'on va faire de mauvaise qualité aura un coût. Alors, on imagine qu'on est dans un contexte d'entreprise avec des gens qui nous payent pour faire des choses, etc. Et que si on fait du code de merde, peut-être qu'il va marcher. Hein. Le code de merde, il peut fonctionner, il n'y a pas de souci. Le problème du code de merde, c'est qu'il va avoir tendance à être très difficile à maintenir dans le temps, à faire évoluer et à vivre avec. Et c'est justement le lien avec la deuxième phrase, c'est que lorsqu'on construit du code, on est là pour l'utiliser pendant un certain temps et qu'on ne va pas tout à fait construire du code pour 10 ans, comme on va. 10 ans, c'est peut-être un petit peu ambitieux de nos jours, mais pour plusieurs années en tout cas, comme on fait un petit POC dans un coin vite fait. Parmi les concepts qui vont s'y rattacher, on va voir la notion de dette technique, que vous connaissez peut-être déjà, sur la partie qualité. Et on va retrouver aussi, de manière générale, tous les tests sur la partie comment on va structurer la partie marathon par rapport à un sprint. L'autre partie qu'on va voir dessus, ça va être le partage entre les développeurs de manière générale. Donc le fait qu'on puisse toujours apprendre et s'améliorer et que partager ce qu'on sait
c'est plutôt une bonne chose. On n'est pas en train de perdre du temps à expliquer aux voisins. Et là, pareil, c'est des choses assez classiques. Sur la partie apprentissage, bon, ça va passer par des revues de code, par du pair programming, ce genre de choses. Je vais notamment en parler un peu plus tard dans les slides, un peu plus en détail. Et puis, sur partager son savoir, ça passe par exemple en faisant des meet-ups comme aujourd'hui, mais aussi tout simplement de ne pas hésiter à raconter ce qu'on sait à la machine à café. Au final, le software craftsmanship, donc sur le même principe que le manifeste agile, vous avez un petit site avec un design digne des années 90 qui vous donne quelques éléments. De mon point de vue, c'est surtout plus une mentalité, un mindset qu'une méthodologie clé en main. Si vous faites de l'agile, vous savez qu'il n'y a pas forcément une manière de faire de l'agile. Et au contraire, si vous avez quelqu'un qui vous dit c'est comme ça qu'on fait en agile, c'est souvent qu'il n'a pas tout à fait compris comment ça se passe. Et bien sur du craft, c'est un peu pareil. Et puis l'avantage aussi de dire que c'est un mindset, c'est que ça me permet de raconter un peu tout dans mes slides après. Des choses qui viennent de l'agile, des choses qui viennent tout simplement du bon sens, qui n'ont pas forcément été portées par une méthode ou par du vocabulaire, sur de l'extreme programming, sans que ce soit directement lié avec du craft. Je propose un magnifique bingo avec tout un tas de pratiques ou de choses. On va se parler dans certaines derrière. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous disent rien là-dedans, peut-être que les trois quarts vous disent quelque chose, mais en tout cas, moi, c'est le genre de choses que je mets sous la coupole de craft de manière générale, même si quelques trucs qui sont un petit peu spécifiques, enfin pas forcément très spécifiques au craft. Quand on parle de design pattern, ça va rappeler les cours, c'est pas très spécifique au craft. On parlait de code idiomatique, donc du code qui est fait à la manière dont on utilise le langage, c'est pas forcément super spécifique non plus. Parmi ça, je vais vous parler de deux très rapidement, deux qui sont un petit peu liés. C'est ce qu'on appelle la Boy Scout Rule. Donc en français, c'est le principe des scouts qui vont faire un petit campement dans la nature et qui vont essayer de faire en sorte de laisser le lieu plus propre qu'à leur arrivée. Donc c'est le genre de principe qu'on peut appliquer sur du code. Donc on se bat dans notre code, on développe une nouvelle feature, on fait évoluer des choses. Et quand on a un truc un peu dégueulasse, au lieu de se dire « Ah ouais, il faudra faire un projet de refactoring dans quelques mois ou de se dire « C'est vraiment trop moche », on n'hésite pas, on clean un petit peu au fur et à mesure. Un autre élément qui est un petit peu lié à ça, c'est ce qu'on appelle le broken window. Alors en bon français, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais l'idée c'est que lorsqu'on arrive dans un immeuble avec des fenêtres pétées, des trucs qui traînent par terre, etc., on n'a pas forcément très envie d'en prendre soin. Alors que si c'est super clean, super propre, on aura tendance à faire plus attention, à ramasser ses déchets et à pas dégueulasser le reste. Et donc là, c'est plus sur les propriétés du code. Si notre code sur lequel on arrive, c'est plutôt propre, c'est plutôt élégant, il y a plus de chances qu'il reste propre et élégant que s'il était moche, où on aura tendance à rajouter de la merde sur de la merde. Mais ça, c'est un petit peu humain également. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez pas à me demander après si j'en ai pas parlé derrière et que ça vous intéresse. Puis sinon, je partagerai les slides. Donc si vous amusez de chercher ces petits mots-clés sur Internet, il n'y aura pas de souci. J'ai rien inventé là-dedans. Vous allez trouver pour chacun d'entre eux quelques dizaines d'articles de blog qui parlent de ça. L'autre élément aussi que je voulais dire par rapport à cette slide, c'est que là, on n'a pas du tout parlé d'infra as code. Il n'y a rien spécifique à la partie DevOps, Cloud, ce que vous voulez derrière. C'est vraiment des pratiques qui marchent dans les deux mondes, mais qui ont plutôt été théorisées et formalisées dans le monde du dev classique. On va revenir à la partie un peu plus tech, en commençant en parlant d'un truc assez classique en dev, qui s'appelle la pyramide des tests. Et justement, comment c'est chiant à faire et à respecter dans le monde de l'infra. Le principe de la pyramide des tests, c'est qu'on a des tests qui couvrent des choses très fins et des choses qui couvrent des choses de manière très grosse mile et qui sont aussi caractérisées par leur temps d'exécution. Souvent, on va retrouver les tests unitaires tout en bas et qui vont être du coup les plus nombreux, qui vont couvrir le mieux possible notre code pour savoir, lorsqu'on fait une petite erreur, exactement d'où ça vient et de couvrir le plus de cas possible sans trop de difficultés. Et après, on va voir tout ce qui est tests d'intégration, tests de performance, tests plus larges, plus fonctionnels, qu'on va avoir de moins en moins et qui souvent vont s'exécuter pendant très longtemps. L'objectif de faire que la pyramide de test ressemble à une pyramide et pas à un truc inversé, ce qui est toujours un petit peu difficile lorsqu'on débute,
c'est que l'idée, c'est de travailler sa boucle de feedback et de savoir le plus vite possible lorsqu'on a fait une connerie. Si je reviens sur la pyramide de test, quand on va développer, on va lancer ces tests unitaires régulièrement. Ils vont mettre, allez, on va dire 1 minute maximum à se lancer. Et on va pouvoir facilement rajouter des tests, tester, rajouter des tests, avancer, etc. sans trop de difficultés. Si on passe au-delà, on va avoir la flemme d'attendre, tout simplement. On va écrire moins de tests, ça va être douloureux, ça va faire mal. Et ça va être un petit peu difficile. Dans le monde de l'infra, bon là je parle de quelques outils très rapidement, je vais reparler un petit peu derrière. On n'a pas grand-chose dans les choses qui s'exécutent très rapidement. Alors je pars du principe que si on lance une machine et qu'on exécute et qu'on installe quelque chose dessus, ça va mettre 5 minutes, donc je mets ça dans la case au-dessus. Mais si on veut vraiment faire du test unitaire, en fait on ne va pas avoir grand-chose. On va pouvoir faire des tests qui n'en sont pas vraiment, qui vont être des choses sur le style, sur le linting, sur la manière d'écrire le code, etc. Mais pas vraiment des choses qui vont tester l'intention de notre code. Sur des outils comme Chef ou Puppet, qui ont un petit peu moins le vent en poupe de nos jours, il y avait des outils pour faire du test unitaire, mais sur les outils un peu plus récents, qui ont un peu plus le vent en poupe, comme Terraform ou Ansible, on est assez à poil sur ces sujets-là. On va après avoir tous les tests qui sont liés à des choses qu'on lance dans des machines. On crée une machine, on lance le code dedans et on regarde ce qui se passe. Et puis au-dessus, des tests, des outils où il n'y a pas forcément d'outils particuliers, où on assemble des choses, comme faire des tirs de perf ou ce genre de choses, ou des choses plus larges. Avant de plonger dans la partie un peu plus technique de la présentation, il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai lue dans un article de blog, qui n'est pas forcément plus percé que ça, donc, qui date de 2016. C'est quelqu'un qui disait que si on ne sait pas lancer une copie complète de son infra pour faire des tests dessus, alors des tests, même des tests manuels, hein, là on parle vraiment juste de capacité à dupliquer, on n'a pas vraiment d'infra as code, on a plutôt du code et des rustines, du code et des jointures. Là, en l'occurrence, c'est dans un contexte Amazon, mais en fait, en vrai, de mon point de vue, ça marche pas mal partout. Et c'est un premier objectif que vous pouvez avoir, c'est lorsque vous faites de l'infra as code, faire en sorte le plus possible et limiter au maximum les endroits que vous ne pouvez pas dupliquer. Souvent, lorsqu'on a des systèmes de prod, etc., il y a des choses qu'on ne sait pas dupliquer, il y a des bases externes, plein de choses de ce genre-là. Mais essayez de faire en sorte que la grosse majorité soit duplicable. Ça vous permettra de l'isoler, de l'exécuter et d'essayer de faire des choses dessus. Pareil, c'est assez facile à dire. Le problème, c'est que sur de l'infra, si on veut tester sa petite sonde de monitoring, on nous dit allez, il faut tout dupliquer, on va faire une copie du SI complet et pour faire un petit test comme ça, là on va soit être extrémiste, soit en cuir de mouche, hein, suivant, ça je ne vais pas vous le mettre dans les slides. Ou alors l'autre aspect qui arrive assez souvent, c'est on le fait en prod assez rapidement, sans trop réfléchir. Donc là, on jongle avec les tronçonneuses, je suis très fier de cette image. Ou alors, on se rend compte de son échec parce qu'on avait oublié de déclarer une variable là-dessus. Tout ça pour dire, en revenant sur la partie pyramide, que faute de mieux, faute d'outillage, faute de pratique, faute de plein de choses, on va plutôt se concentrer sur la partie du milieu. Et en vrai, notre pyramide, lorsqu'on fera de l'infra, ce ne sera pas tout à fait une pyramide. On aura une base assez fine et du coup, on va essayer de se blinder sur la partie intégration. Et pour ça, on va faire en sorte que la partie intégration à l'échelle de la VM soit la plus courte possible. Et pour ça, là, j'ai deux techniques très simplistes pour le coup. On va commencer par essayer d'isoler. Donc ça, lorsque vous faites votre, je ne sais pas si vous êtes sur du monde Ansible par exemple, et que vous faites des rôles, vous pouvez faire en sorte d'avoir des bouts du rôle qui ne s'exécutent pas dans tous les cas. Vous setupez une machine avec un serveur web qui fait à boire et à manger. Peut-être que le monitoring, vous n'avez pas envie de le setuper dans tous les tests que vous exécutez. Et donc, vous pouvez juste mettre une condition dessus. Donc, feature flipping, c'est ni plus ni moins qu'une condition, qu'un if-else, tout simplement, sur une variable pour savoir si on exécute un bout de code. L'avantage de ça, c'est que du coup, le code qu'on va exécuter, il va être plus court. Bien sûr, on ne va pas exécuter la partie monitoring, mais si ce n'est pas ça qu'on cherche à tester, ça nous fera gagner du temps. Donc, c'est des petites techniques comme ça. L'autre élément aussi, c'est que souvent, lorsqu'on débute sur ces outils-là, donc là, après, je vais parler de molécules, de test infra, je vais revenir un peu plus en détail, on a tendance à tester l'outil en lui-même. Donc, on utilise un magnifique module dans le monde Ansible, par exemple, pour installer un package, donc là, du NGINX.
le test qu'on écrit dans test infra, le package Nginx il est installé. Qu'est-ce qu'on a testé? On a testé que Ansible a bien fait son travail, pas que le code qu'on a écrit a bien fait son travail, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Là, il n'y a à peu près aucune intelligence dans ce qu'on a utilisé. On a utilisé directement un module Ansible maintenu, développé et qui est stable et sur lequel ils ont des tests associés. Donc si Ansible il est passé, qu'il a dit que c'était ouvert, il n'y a pas de raison d'en douter. Donc l'idée là-dessus, c'est de ne pas chercher à tester l'outil. Alors c'est plus sur la rapidité d'écriture de tests et l'impression qu'ils servent à quelque chose, plus que vraiment la vélocité. Mais un genre de choses qu'on va pouvoir tester, par exemple, c'est notre Nginx, on veut qu'il écoute sur un port un peu exotique. On va tester que le port exotique est bien écouté. Et là, on va avoir un peu plus de choses à tester dans la boucle. Pourquoi? Parce qu'on aura probablement injecté un fichier de template avec une variable. La variable, elle doit être interpolée. Le template, il doit bien être compris par Nginx. Le service doit bien être lancé. Et le port doit bien écouter. Et en plus, on a dû ouvrir les ports dans le firewall. Là, on finit quand même par tester tout un tas de trucs juste en disant j'ai changé le port par défaut. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles on va travailler. Mais en vrai, ça reste quand même assez difficile. On invente des outils souvent pour faire ça. Donc des outils, c'est un grand mot, hein, c'est des bouts de script pour tordre ça. Ou alors on fait des raccourcis parce que ça reste des choses qui sont assez difficiles. La première fois que j'ai fait une présentation similaire à celle-là, c'était en 2015. J'ai repris mes slides et j'ai remis à jour et j'ai retravaillé pas mal de trucs. Et j'ai quand même été un peu déçu de l'évolution. Il y a quand même des choses qui n'ont pas trop évolué depuis. Faire une petite pause le temps que tout le monde arrive. Et du coup, on va attaquer le début de la partie technique, où là, il va y avoir un petit peu de bout de code, un petit peu de choses à voir. Premier exemple de manière de faire des tests. Je vais vous prendre l'exemple de Packer. Donc Packer, c'est un outil du monde HashiCorp qui sert à construire des images de ces exploitations de base dans un cloud provider, par exemple. Donc, vous êtes dans une superbe entreprise et vous utilisez Amazon. Puis ils se sont dit, ouais, mais alors l'image d'Amazon, machin, j'en veux pas. Et puis celle-là, non. Et puis il faut installer ça et ça dessus. L'outil idéal pour faire ça, c'est Packer. Le but de notre scénario de test, là, que je vais dérouler dans la salle qui arrive derrière, c'est de valider que l'image répond bien aux besoins qu'on a exprimés. Et pour ça, donc en l'occurrence sur la mission sur laquelle j'avais fait ça, on a étudié Test Kitchen, qui depuis a été renommé en Kitchen CI, mais que je vais encore dire Test Kitchen parce que tellement utilisé ce terme-là que je vais avoir du mal à passer à l'autre. Le principe, c'est un outil de test qui vient du monde chef, mais qui est assez flexible et qui peut être utilisé dans d'autres contextes. En l'occurrence, on faisait du Packer, il n'y avait pas du tout de chef dans la picture, en l'occurrence c'était du Puppet, donc c'était comme quoi on peut utiliser les outils du voisin sans que ça pose trop de problèmes. On construit une machine, on lance des trucs dessus, donc à la base c'était du chef. Là dans ce contexte-là, c'est un pauvre script shell qui provisionne de bricoles. On regarde le résultat, donc là on fait des tests, en l'occurrence avec du server spec, et on détruit tout. Le seul intérêt de Test Kitchen par rapport à ça, c'est de nous outiller les appels d'API pour créer la machine, récupérer la clé pour s'y connecter, et de nous proposer une CLI avec des commandes de create, converge, test, destroy, ce genre de choses pour simplifier. Vous pouvez faire ça avec des scripts shell un peu plus basiquement. Le code Packer, donc là je ne préférais pas vous le poser parce qu'en plus du Packer c'est en JSON, donc ça se prête très mal au slide. Donc je vous ai fait le code Packer en pseudocode. Donc on part d'une base qui s'appelle Red Hat sur Amazon. On la lance dans tel réseau parce qu'il faut bien la lancer quelque part pour travailler dessus et après la réenregistrer. On va bricoler dessus, donc on lance un script pour passer les updates, on va retirer les repoiums par défaut, supprimer la clé SSH pour qu'elle soit régénérée et on va nettoyer les logs, donc des trucs assez classiques de constitution de template. Et à la fin, la post-production, on va dire que la machine qu'on aura créée, on va la convertir en image. Donc dans le monde Amazon, on a ces images-là, on appelle ça des AMI. Et on l'appellera ma petite Red Hat à moi par rapport à ça. Donc ça, c'est pas le but de ça. Mon but, c'est vraiment de vous parler plus du test qui va avec. Donc la partie droite, ce sera lisible, donc c'est cool parce que c'est la partie la plus intéressante. La partie gauche, c'est la description qu'on va filer à Test Kitchen. Test Kitchen, il va faire deux choses différentes. Il va s'occuper de créer la machine, etc., d'outiller l'orchestration du test.
et il va lancer les tests en eux-mêmes. Donc les tests en eux-mêmes, ils ne sont pas écrits dans un truc qui s'appelle Test Kitchen, ils sont écrits en server spec, je vais en revenir un petit peu après. Donc au final, le YAML qui est donné à Test Kitchen, il sert à setuper le contexte de test. Donc tout en haut, on lance une machine dessus, on lance des trucs dessus, on lance des scripts, et on part de l'AMI qu'on vient de construire. Petite chose qui est pratique dans le YAML, c'est qu'on va pouvoir utiliser notamment, dans ce YAML-là, dans Test Kitchen, parce que Test Kitchen les interprète, on va pouvoir utiliser des variables d'environnement, ce qui va être très pratique pour setuper ça automatiquement dans une intégration continue. Donc à quoi ça peut ressembler? On va lancer Packer, on va construire une image, on va juste après relancer Test Kitchen, donc l'image qui vient d'être créée va l'utiliser pour créer quelque chose. Et si c'est validé, à la fin, on rajoute un tag sur l'image, on la partage, en tout cas on la promeut à la suite des choses. Et du coup, on va pouvoir, par exemple, dire je cherchais le git tag de l'image que je suis en train de construire, qui sera déposé par ma CI. Sur la droite, on a un exemple de code server spec. Donc server spec, c'est en Ruby. Ça s'appuie sur une autre librairie qui s'appelle RSpec, qui sert à construire des tests, en tout cas à mettre de la glue, à mettre du sucre syntaxique sur la description des tests. Au final, ça se lit assez facilement. Donc on a un spec helper là, qui nous rajoute des variables, ce n'est pas trop le sujet. On va regarder le fichier tc Red Hat Release. On va vérifier que c'est bien fichier, bon ça c'est pas très grave, c'est très important. Et on va vérifier qu'on est bien en Red Hat 7.2. Pourquoi? Parce que le client sur qui j'étais, la 7.4 était sortie depuis un moment, mais on était encore en 7.2, c'était important. Donc on se retrouve à faire ce genre de test et c'était vraiment une contrainte à poser dessus. Et vous voyez que c'est assez lisible. In fine, en dessous, ça c'est transformé en cat et en grep bien senti dessus. Mais c'est le taf de server spec de le faire. Pareil, un petit peu en dessous, là on lance une commande, la yum repo list, et on regarde sur la sortie qu'on a bien 0 repos qui sont dedans. Et l'intérêt de ça, c'est une fois que c'est exécuté, on a un bel output avec plein de trucs verts qui nous disent tout est propre, etc. Et la boucle complète pour lancer ça, si on retire la partie construction de l'image Packer, juste lancer la machine, lancer les tests, la détruire et repasser à la suite, ça se fait en 2-3 minutes maximum. Là, on est en plein dans la zone de pyramide dont je parlais tout à l'heure. On arrive à valider notre image très rapidement. L'autre intérêt aussi de Test Kitchen là-dessus, c'est que la commande à lancer, ça va être kitchen test, point. Il n'y a pas à dire je crée la machine, je me connecte dessus, je récupère la clé, j'injecte, machin, etc. On simplifie, on réduit le coût d'entrée quelque part en standardisant la manière de créer tout ça. Donc là, j'étais sur le monde chef appliqué sur du Packer ou du Puppet, peu importe. Là, je vais parler d'un autre outil qui est assez comparable et que personnellement, de nos jours, je préfère largement à Test Kitchen, mais à l'époque, il n'existait pas, qui s'appelle Molecule. Celui-là, il vient plutôt du monde Ansible, du monde Python. Donc on ne va pas forcément utiliser les mêmes librairies, mais le principe est très similaire. On va créer une machine, on va lancer des choses dessus, on va vérifier que ça se passe bien, on détruit la machine à la fin. Ce qui est particulièrement pratique avec Molecule, c'est que tout est construit à base de playbook Ansible, c'est-à-dire que dans Test Kitchen, la manière de créer une machine sur Amazon, c'est quelqu'un qui a écrit dans la lib les appels d'API pour créer tout ça. Pour lancer les tests, il a wrappé des commandes pour lancer les tests, etc. Sur le monde Molecule, en fait, la partie test, c'est un playbook qui est lancé et vous faites ce que vous voulez dedans. La partie création de VM, c'est un playbook qui est lancé et vous faites ce que vous voulez dedans. Molecule nous file quand même un petit coup de main. Il y a un générateur qui nous permet de créer tous ces playbooks-là facilement. Mais en vrai, on peut customiser ça autrement. Il y en a toujours la partie CLI, on a toujours la partie standardisation. On bosse sur tel rôle, etc. On retrouve toujours nos petits, on a toujours les mêmes commandes pour lancer les tests. On a simplifié ces aspects-là. Un autre avantage de Molecule, ça va être deux fonctionnalités qui n'existaient pas dans Test Kitchen. Ça va être la notion de topologie. Au lieu de lancer juste une machine, on va pouvoir en lancer plusieurs et faire des tests les unes sur les autres. C'est particulièrement pratique dans le monde Ansible où on a cette capacité d'orchestration, de lancer des commandes à droite, de regarder le résultat à gauche et ce genre de choses. Et on va pouvoir faire des tests comme ça. L'autre élément, ça va être la notion de scénario, c'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement
mutualiser du code, de setup de topologie, on lance tel module dedans, on lance tel test, etc., sans avoir à tout dupliquer. Et souvent, le biais qu'on a lorsqu'on commence à faire des tests comme ça, c'est qu'on va tester juste la voie réelle. On teste, on installe le truc, tout se passe bien, on vérifie que tout se passe bien, hop, on passe à autre chose. Avec la possibilité de faire des scénarios, ça nous réduit le coût de construire une alternative, de construire quelque chose où on va tester un cas d'erreur. Il n'y a plus de place sur le disque, on simule qu'il n'y a plus de place sur le disque, comment le truc y réagit. Ou dans l'exemple que je vous ai pris là, on installe Prometheus, donc un outil de monitoring qui va regarder ce qui se passe sur chacune des machines. Et donc on peut installer Prometheus sur une des machines, installer une sonde sur une autre, qu'on va appeler un exporteur dans ce monde-là, provoquer des pannes et vérifier que l'alarme est bien remontée, etc. Et on va pouvoir outiller ça dans Molecule. Alors on ne va pas forcément avoir des facilités pour gérer Prometheus, il ne va pas avoir de magie, Molecule ne va pas vous installer ça, il va falloir quand même faire de l'Ansible. Par contre, Molecule va vous apporter de l'aide pour setuper tout ça. Molecule, moi personnellement j'en suis servi sur des machines Amazon, ça fonctionne également dans des conteneurs Docker. Petite particularité, lorsqu'on est sur des conteneurs Docker, on n'a pas forcément accès à un système D, un init classique. Et souvent le code qu'on va construire pour qu'il tourne dans des machines, dans des VM classiques avec du Ansible ou ce genre de choses, on va s'appuyer sur la notion de service qui ne va pas forcément bien fonctionner dans Docker. Donc si vous faites ça, pensez au petit feature flipping pour débrayer la partie gestion de service, qui peut être un petit peu lourde à gérer. Troisième exemple, là c'est du monde Terraform. Donc là on sort de la partie on crée une machine, on regarde ce qui se passe dessus. Là c'est plus un détournement d'outils pour faire quelque chose qui m'a un peu sauvé la vie dessus. Donc Terraform, donc là c'est mon avis, Terraform c'est super pratique, il y a énormément de ressources qui sont gérées dedans. On peut créer facilement des machines un peu partout avec la complexité qui va avec. Sauf que le langage en tant que tel, les gestions de variables, les merges de tableaux ou tout ce qui est boucle, qui n'existe pas globalement dans le monde Terraform, c'est assez casse-couille. Ce qui fait que souvent, on a besoin de faire du refactoring, mais on n'a pas les outils classiques qu'on peut retrouver dans du dev pour faire du refactoring dessus. On ne va pas pouvoir se dire, vas-y, on extrait ça dans une variable, on fait une boucle, on met ça dans une fonction, etc. Si on fait ça sur des modules dans le monde Terraform, on complexifie pas mal d'autres manières de gérer, on va être un peu limité. Dans mon contexte, on avait une centaine de topologies, donc une centaine de runs de Terraform différents qui cohabitaient. Et on devait changer quelque chose sur toutes, enfin, ou presque toutes. Il y en a certaines qui géraient le réseau, certaines qui géraient les setups de droit, d'autres qui géraient des constructions de machines, d'entrée DNS, etc. Et on avait décidé de rajouter un tag sur les machines. Sauf que du coup, dans la base de code gigantesque, c'était super chiant à faire. Et donc pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur les tf-state dans le monde Terraform. Donc Terraform, on va lui dire de créer une machine, sauf qu'il n'a pas forcément de clé unique lorsqu'il va créer cette machine. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va conserver un état en local, qui est stocké dans un fichier qui s'appelle le tf-state, qui va dire, en fait, la machine ABC, en vrai, sur Amazon, elle s'appelle i-4556, et elle a telle IP, etc. Et il va garder une copie des informations de ce qu'on aura créé dans Amazon. Généralement, lorsqu'on bosse sur Amazon, on va stocker ces tf-state non pas en local sur le poste du développeur, parce que du coup, on ne peut pas bosser à plusieurs. On ne peut pas se partager les choses à part le code, on ne peut pas se partager l'instanciation qu'on en a faite, et donc, par exemple, notre production. Eh ben, il y a built-in dans le monde Terraform la possibilité de déléguer, de déplacer ces tf-state directement dans un bucket S3, donc dans une sorte de FTP illimité, si vous voulez caricaturer ça. Et ces tf-state, c'est du JSON. Donc du coup, l'idée, c'est de boucler là-dessus, de télécharger tous les buckets S3. Donc là, si vous copiez-collez le code, il fonctionnera, il y a des choses qui restent dedans. Donc je trouve tous les buckets S3 qui gèrent des tf-state dans mon compte. Je trouve tous les tf-state qui sont dedans. Je gère une partie de cache parce que c'est un petit peu long à télécharger pour faire mes tests derrière. Mais ça, c'est la partie setup. Ça, en vrai, voilà, il y a 30-40 lignes, dont le setup pour gérer du cache inclus. Et après, j'arrive directement sur mes tests. Donc la création de mon outil, c'était ces 40 lignes-là, vous l'avez entièrement sous les yeux. Les tests que j'ai pu faire dessus, c'est plonger dans ces arborescences, ces dictionnaires que j'ai récupérés. J'ai été chercher les trucs qui étaient de type security group. Donc là, c'est un dictionnaire JSON. Je sais qu'il y a toujours tel et tel élément qui apparaissent.
et j'ai vérifié qu'il y avait tel tag, tel tag, tel tag qui était présent. Faire la même chose, donc là c'est sur le security group, faire la même chose sur un VPC, donc sur un réseau. Bah, c'est exactement la même structure, j'ai juste remplacé VPC, mais sinon ma structure de code est exactement la même. Au niveau de l'exécution, bah, on retrouve ma petite arborescence qui apparaît dessus. Donc je lance mes tests dessus, j'arrive dans tel bucket, je récupère tel CSState, etc. Donc en vrai, vu qu'on en avait une centaine, cet output-là, il était bien plus long. Là, j'ai beaucoup allégé pour les besoins de la présentation. Ça nous valide que les tags sont bien présents, ça vérifie que tel security group, il a bien ça, etc. Mais bon, quand tout marche, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est la verbosité, à quel point c'est facile après de plonger dedans lorsqu'il y a une erreur. Donc là, en l'occurrence, il y a tout qui est ouvert. Il y a petite erreur, là, il manque un tag zone sur un truc, donc j'ai un fail. Et à la fin, il me donne le résumé de tous les échecs. Et là, si on lit le truc, on voit que le TSState à tel endroit, dans tel bucket, pour la vérification sur les security group, le security group E61 machin, qui doit avoir le tag qui s'appelle zone. Donc là, il a concaténé tous les aspects de Discram, toutes les indentations qu'on avait faites dans une phrase qui est plus ou moins valide en termes de grammaire, mais en tout cas, on a toutes les infos en une ligne, et ça nous dit que c'était pas bon. Et on a cette exécution-là qui est filtrée. L'autre avantage aussi de ça, c'est qu'une fois qu'on a récupéré les TF-state, ça met moins d'un dixième de seconde à s'exécuter. On est finalement en train de parser un gros JSON, c'est très facile à faire. Pour le coup, ces tests-là, ils n'ont pas survécu à notre refactoring, on l'a fait. On a mis à jour, etc. Et puis on est passé à autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne s'exécute pas vraiment sur le code, ça s'exécute sur le fichier d'état du code qu'on a exécuté. Donc c'était un bon outil pour faire du refactoring, ce n'est pas forcément un outil magique pour faire du test sur le monde Terraform. Je vous rapporter une petite limite là-dessus, sautez pas dessus à la sortie, quoi. Voilà pour la partie purement technique. Un autre élément qui va être un peu plus sur l'amour de son prochain, c'est qu'on fait du code qui est souvent utilisé du coup, pour lancer les machines, pour provisionner, faire des choses diverses et variées dans le monde de l'infra as code, mais on va aussi faire en sorte que ce code il soit lisible par d'autres personnes a posteriori, pour qu'ils comprennent ce qui se passe, etc. Parmi les choses très classiques qu'on va retrouver, on va avoir le fait de nommer correctement ses fichiers, ses rôles, etc. Là, je ne vais pas trop m'apesantir dessus, ça ressemble à du bon sens, ça en est, il n'y a pas de subtilité particulière. Il y a deux choses qu'on retrouve souvent dans les outils d'infra as code, c'est la partie formatage. Par exemple, dans Terraform, il y a une commande qui s'appelle Terraform FMT, qui ne nous laisse pas le choix de dire on fait des indentations avec 4 espaces ou 2 tabulations, ou des choses comme ça. Pardon. On va être sur quelque chose où les règles ont été posées par la communauté et on s'écrase et on les suit. Et l'auto-indente du code est structuré par quelque chose. Donc il ne faut pas non plus attendre monts et merveilles de cette partie-là, on est juste sur de l'alignement. Ça simplifie la lecture parce qu'on voit tout le temps la même chose et on est moins surpris, mais ce n'est pas non plus la révolution. Notre élément qui est un peu plus intrusif, qui est la partie de l'int, qui existe par exemple dans le monde Puppet, un petit peu dans le monde Terraform, en tout cas les outils que j'ai vus ils sont quand même au bas de bâtiment, et qui est aussi pas mal développé dans le monde Ansible. C'est des outils qui viennent du monde C, alors, en tout cas personnellement je n'en ai été jamais servi dans le monde C, qui va regarder des manières de faire aussi. Par exemple, une des règles qui peut être chiante au début lorsqu'on fait de l'Ansible, qui est implémentée dans Ansible Lint, si on écrit dans une task de commande, donc on veut exécuter une commande explicitement, on ne veut pas utiliser un module qui fait quelque chose à notre place, et que dedans on écrit un yum install quelque chose, il va nous casser les genoux, il va nous dire « t'es con, t'as pas utilisé le module qui s'appelle yum machin pour faire un truc que tu manipules, sur lequel tu manipules yum ». C'est le genre de choses que Ansible Lint sait trouver, et il va nous dire d'être du coup plus idiomatique, de respecter les manières de faire dans le monde Ansible, c'est-à-dire utiliser les bons modules pour les bonnes choses. Après, sur ces aspects Lint, n'hésitez pas à débrayer certaines choses dans votre équipe. Vous prenez la conf par défaut, il y a des trucs, vous allez vous dire ouais, ça me fait chier de faire ça, c'est pas grave. Supprimer, dans ces outils-là, à chaque fois, il y a des modes de commentaires ou des fichiers de config à l'échelle du projet que vous pouvez mettre
pour débrayer tout un tas de règles qui ne vous plaisent pas. Et de mon expérience dans le monde Ruby, par exemple, l'outil qui permet de faire ça, qui s'appelle Rubocop, qui n'a rien à voir avec le monde de l'infra-Ascon, built-in, il a 3 ou 4 000 règles implémentées. Le fichier de débrayage de ça, il commence à être un petit peu costaud. L'autre élément aussi, c'est on travaille sur les mêmes outils en tant qu'équipe, etc. Sauf que nos setups sont un peu parfois différents. Ben, c'est pas très grave. À partir du moment où, au final, le code qu'on livre, il est testé de la même façon et qu'il y a les mêmes setups. Donc là, en l'occurrence, c'était un mec avec qui je bossais lorsqu'on faisait du Puppet. Lui utilisait Atom, un plugin dans Atom qui se pluguait au lint de Puppet, et il avait directement le retour à la façon d'un IDE au sein de son code. Moi, personnellement, je ne fonctionnais pas comme ça. Je n'aime pas trop les trucs trop lourds en format IDE. Donc à l'époque, j'étais sur du Sublime Text, et j'utilisais un outil qui s'appelle Guard. Alors, à peu de choses près, hein, c'est une boucle en shell qui lance une commande quand il y a un fichier qui change dans l'arborescence surveillée. Et donc là, en fait, dans mon arborescence de code, dès qu'il y a un fichier qui bougeait, donc regardez les inodes en l'occurrence pour faire ça, ça relançait des tests dessus, des tests de syntaxe, de lint, etc. Et j'avais mon feedback directement dans Sublime avec une petite pop-up de tout est ouvert. Et en vrai, le fait que le setup de mon collègue ou le mien soit différent, c'est pas très grave à partir du moment où on est à l'aise avec notre setup là-dessus et que au final, le code qu'on livre, il respecte les mêmes éléments. Je parlais du fait que le lint, de manière générale, il y a des outils qui ont des règles built-in et qui ne sont pas forcément toujours simples à étendre. Si vous avez d'autres règles qui vous viennent en tête, que vous voulez mettre d'accord en tant qu'équipe, vous avez la possibilité aussi d'utiliser d'autres outils, détourner d'autres outils. En l'occurrence, là, je suis parti sur du BAT. Du BAT, c'est un framework de test qui peut ressembler à du RSpec pour le monde Ruby, sauf que c'est pour du bash. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai wrappé à l'aide de BAT des one-liners de grep, de find, etc. pour tester des choses sur les fichiers de notre base de code. Le problème, en l'occurrence, que je cherchais à limiter, à m'en protéger, c'est que dans le monde Ansible, on peut gérer les variables à 250 endroits différents. Donc on a les groupes var, les trucs qui sont dans les vaults, qui sont cachés dans des fichiers. On a les hosts var, on a plein de trucs différents pour mettre des var. Et souvent, en tant qu'équipe, on va essayer de limiter la dispersion. On va se mettre d'accord sur 3, 4, 5 endroits qu'on va utiliser par rapport à ça. Du coup, ce qui va se passer, on se met d'accord, on fait à jour, on fait un effort, et puis au bout de 3 jours, les mauvaises habitudes reviennent, ou alors on a oublié parce qu'on bosse sur 2 projets à la fois et qu'on bascule de l'un à l'autre. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, on va retrouver le côté framework de test qu'on a un peu sur le monde RSpec, qu'on voyait sur ServerSpec tout à l'heure, où on va avoir une description d'un test et quelque chose là-dessus, qui va nous faire un bel output en sortie. Donc là, en l'occurrence, ça fait des petites checkbox avec le nombre de tests qui est valide. On lui met un petit titre. Et au final, les tests, c'était par exemple la config Ansible qui est stockée dans notre repo ne doit pas préciser l'utilisateur SSH à utiliser parce que c'est parfois, on avait des comptes nominatifs et on ne voulait pas que ce soit overridé dans l'Ansible SSH, dans l'Ansible CFG, pardon, mais que ce soit directement géré en config SSH. Donc on avait juste fait un pauvre grep dessus qui vérifiait qu'il n'y avait pas remote user dans la conf Ansible. Un autre élément aussi, c'est les variables. On peut mettre des extensions en YML, on peut mettre des extensions en YAML, on peut mettre des extensions sans extension du tout. Nous, on s'était mis d'accord pour tout appeler en .yml, sauf si le fichier de variable il était chiffré à l'aide d'Ansible Vault. Et donc, du coup, on a un petit test qui était lié à ça. Donc, c'est des règles toutes bêtes. Et à implémenter, ça, c'est un peu vrai. On passe plus de temps à se mettre d'accord sur ces variables que sur ces règles. Et à se mettre d'accord sur pourquoi on fait ça, qu'à les implémenter. Et une fois que c'est fait, du coup, on peut lancer ça rapidement sur son poste en local pour s'exécuter. Vu que c'est que des greps et des finds, pareil, ça met moins d'une seconde à s'exécuter. Et quand on commit tout ça, ça exécute également par outil d'intégration continue. Ce qui permet de faire une belle transition, comme si c'était moi qui avais fait les slides, pour pousser tout ça dans une CI. En vrai,
moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer tous les tests possibles auxquels vous avez accès dans la CI en continu, sauf si ça vous coûte un bras. Par exemple, il y a quelques temps, il y a maintenant un an, quelque chose comme ça, dans le monde Amazon, lorsque vous créez une machine virtuelle, même si vous en serviez 5 minutes, elle vous coûtait pour 1 heure. Et donc, du coup, si vous aviez plein de tests kitchen ou de molécules ou choses comme ça, et vous spawniez plein de machines à chaque commit poussé sur votre Git, ça va vous coûter très vite extrêmement cher. C'est plus le cas de nos jours, on peut être facturé à la seconde par rapport à ça. Pareil sur du monde Docker, etc. Et donc du coup, si on arrive à réduire le coût financier là-dessus, on va pouvoir lancer les tests plus souvent sans trop réfléchir par rapport à ça. Un autre élément aussi, c'est que moi personnellement, sur la partie infra, j'ai une préférence pour GitLab CI, enfin pour cette partie-là. Mais en vrai, ça marche très bien aussi avec du Jenkins ou tous les autres outils de CI qui sont sortis ces dernières années. Pour faire de l'infra, de toute façon, on a rarement des intégrations avec des plugins dans ces outils-là. On est souvent à lancer des scripts directement, à poser une ligne de commande qui lance Ansible Molecule. C'est très facile à gérer, et donc n'importe quelle infra, ça n'est qu'une commande à lancer. Un autre élément aussi que je voulais dire sur la partie intégration continue, c'est qu'elle doit quasiment jamais être au rouge. En tout cas au rouge pour les tests de style, de syntaxe et les tests unitaires qui s'exécutent rapidement. C'est souvent signe que c'est vécu comme une contrainte et pas vraiment comme une aide, parce que de toute façon en attendant on verra bien ce qui se passe et puis peu importe. Et que souvent on ne les a pas lancés tout simplement en local, et si on ne les a pas lancés en local, c'est peut-être qu'ils sont trop longs à s'exécuter, et que donc boucle de feedback et donc limite de flemme que j'avais tout à l'heure sur ma pyramide, et on reboucle là-dessus. Et souvent lorsqu'on a souvent des choses au rouge dans l'intégration continue, c'est qu'on a, en tout cas de mon expérience, des problèmes avec sa boucle de feedback. J'ai un exemple un peu basique de pipeline Puppet, où on voit bien qu'on lance les tests en local et sur la CI de la même manière, et on les relance 2 fois et c'est pas grave. Donc là, en l'occurrence, on fait sa modif, hein, on fait ce pour qu'on va être payé, on code son bout de truc. On lance, et puis on code également l'évolution du test, on lance les outils, les trucs sur la partie analyse statique, que ce soit du lint, des éléments de syntaxe, de formatage, etc. Les tests unitaires, les tests d'intégration. On pousse tout ça, c'est relancé pareil, et une fois que c'est prêt, on peut livrer. Le message de cette slide, c'est vraiment juste que ce qu'on fait en local, on le fait également dans la CI, et vice-versa, à de rares exceptions près. Une slide assez vide, pour vous dire que je ne vais pas beaucoup parler de continuous deployment, de déployer les évolutions qu'on fait directement en production. Donc en l'occurrence, rien à voir avec Airbus, hein, c'est un C-130, c'est américain comme avion. L'idée, c'est que si vous avez du code Terraform qui évolue, par exemple, il n'y a pas de manière nominale sur laquelle tout le monde est d'accord pour le pousser en production et le faire évoluer facilement. Et alors j'ai des idées là-dessus, je peux vous en parler, etc. Mais je ne vais pas non plus faire une présentation de 2 heures, donc je vous les épargne là-dessus. Mais il y a tout un sujet là-dessus, et notamment aussi sur on va retrouver la notion de petits grains qu'on va pouvoir mettre en production le plus simplement possible. Les notions de duplication, donc être capable de tester le truc en dev avant de le pousser en production de manière élégante. Dernière partie, sur la relecture de code. Donc là, c'est vraiment plus les interactions entre les personnes de l'équipe. On est un peu moins sur les éléments purement techniques. Et là, je vais vous parler de choses que moi j'ai mis en œuvre sur mes missions, que ce soit des choses que j'ai un peu à moitié inventées, des choses que j'ai lues, des choses sur lesquelles on m'a formé, peu importe par rapport à ça. Premier élément, c'est de parler d'un peu de revue de code. Et l'élément le plus important sur une revue de code, donc la revue de code, c'est le principe, c'est on relit le code du voisin pour se valider qu'il est correct, mais pas forcément en mode validation, mais aussi pour l'aider à s'améliorer et prendre un peu possession aussi de son code en étant capable de travailler dessus assez simplement. Notamment là-dessus, on a la notion qui s'appelle le code collective ownership, ou la propriété du code partagé au sein de l'équipe. L'idée, c'est de se dire que le code qu'on produit, il est éditable par n'importe qui d'autre dans l'équipe dans 2 mois, parce que peut-être que dans 2 mois je serai parti, ou que le jour il y aura un incident de prod et qu'il faudra le corriger à 2 h du matin, ce ne sera peut-être pas moi qui interviendra dessus, et donc il faut bien partager cela. Et la revue de code, c'est un outil qui permet aussi ça,
au-delà de l'aspect qualité, c'est aussi une manière de partager la propriété du code. Donc quand on fait ça, on va préparer un petit peu, donc on va au moins check out le code, prendre des notes là-dessus, mais bon, ça c'est des choses un peu classiques, un peu, vous lisez n'importe quel article sur de la revue de code, vous allez retrouver ces éléments-là. Moi, ce que j'aime bien faire, et ça c'est un peu plus spécifique au monde de l'infra, je trouve, c'est pas hésiter à diverger sur un petit cours si vous êtes avec quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui simplement ne connaît pas le sujet. On manipule énormément de choses différentes, de systèmes qui ont chacun un petit fonctionnement spécifique, etc. Et une des bonnes qualités de quelqu'un qui bosse sur des sujets d'infra, c'est être capable d'apprendre souvent, tout seul, et d'évoluer rapidement sur pas mal de choses. Et donc ne pas hésiter, par exemple, si vous tombez sur quelqu'un qui ne sait pas exactement comment fonctionne un agent SSH, et bien faire une petite divergence là-dessus. Éviter d'exploser le timing de la revue de code, mais ne pas hésiter à le faire au passage. S'il y a des corrections à faire, faites pas forcément une autre revue là-dessus. Si c'est deux pauvres lignes à corriger, vous pouvez faire confiance à la personne pour le faire. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Je vous déconseille de faire les corrections en live. Pourquoi? Parce que souvent, ça va faire exploser le temps de votre revue de code et ça va aussi avoir un autre problème dans le monde de l'infra, c'est que lorsque vous avez une botte de feedback qui fait 2 km de long, enfin qui dure 2 heures plutôt, vous allez passer énormément de temps à le faire. Donc, parler du code, faire les modifications, mais laisser la personne qui travaille dessus après faire les corrections et les évolutions sur les tests. Puis un autre élément aussi, si vous avez quelqu'un qui vous dit que je ne savais pas trop qu'on faisait comme ça ici, eh ben, c'est le moment de mettre à jour ces règles communes, de créer une petite règle dans BAT ou de faire évoluer ses manières de faire dans l'équipe. Et bien sûr, de la bienveillance. Un autre petit buzzword, parce qu'on a entendu parler, c'est ce qu'on appelle le mob programming, qui, si vous le présentez à votre manager sans trop y mettre les pincettes, ça va être un magnifique truc pour être moins productif. Le principe, c'est on se met tous devant la télé, il y a un mec qui code en faisant le vidéoproj. Et les autres, ils discutent de ce qui se passe, et puis c'est tout. Donc ça peut ressembler, par certains points de vue, à un coding dojo, si vous avez déjà pratiqué ça. Moi, ce que j'aime bien faire sur les projets d'infra, c'est de m'en servir au bootstrap d'un projet. On a notre structure de code Ansible, de machin, etc. Les premières heures, les premiers bouts de code qu'on pose, ils sont assez structurants sur notre manière de s'organiser, etc. Et ça permet de passer ça dans toute l'équipe, de se mettre d'accord sur la manière dont on exécute les tests, c'est ce qu'on va mettre de base, de discuter les modes de style, etc. Et donc, c'est quelque chose que je trouve très intéressant au tout début du projet, de prendre 2 heures pour bootstrapper le projet tous ensemble, et après, on part chacun de notre côté, ou on pair programming sur des tâches un peu plus précises. Un autre élément aussi où c'est pas mal adapté, c'est lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, c'est quoi la cible, ou lorsqu'on manipule également un objet assez moche. On sait qu'on va faire un peu un truc dégueulasse, ça vous arrive assez souvent. On va essayer de faire le truc le moins pire possible, et donc du coup se mettre tous ensemble pour ça, ça peut être pas mal. Certains arrivent à faire des projets complètement en mode programming. Moi personnellement, j'ai du mal à dépasser 1 heure en mode programming. Après, on a tendance à se disperser, etc. Le sujet qu'on voulait tacler, en général, en 1 heure, on l'a taclé. Et après, on peut repartir un peu plus de son côté là-dessus. Donc, mon conseil, c'est plutôt viser 1 heure là-dessus par rapport à ça. Un autre élément sur le pair programming, donc c'est le principe de bosser ensemble sur le même bout de code, à deux. Je pense que c'est pas spécifique au monde de l'infra, mais en tout cas, moi sur tous mes projets, ça a toujours été le cas. Il y a toujours un mec qui a un clavier en Bepo, qui utilise Vim avec des raccourcis maison, ou qui utilise IntelliJ avec des trucs chelous. Et donc du coup, le principe du pair programming, souvent, c'est d'avoir un écran, un clavier, et on se le passe à tour de rôle. Sur de l'infra, je préfère l'éviter, parce qu'en fait, on perd plus de temps à se battre contre le système qu'autre chose. Donc l'idée, c'est plus que lorsqu'on va basculer, on va essayer de faire en sorte que ce soit sur un commit, ou alors si c'est sur une session SSH, de se partager la récupération du truc, etc. Mais vraiment de bosser sur son poste. Alors à l'instant T, il n'y en a qu'un seul sur son poste, mais de ne pas travailler sur le truc du voisin. Ne pas hésiter à transformer le pair programming en pair troubleshooting ou en pair exploration ou en pair whatever, ce que je pourrais vous inventer comme nom. L'idée aussi, c'est
quelque chose qui est très intéressant aussi pour embarquer des personnes qui sont un peu plus juniors sur des choses un petit peu compliquées. Donc éviter le syndrome du super-héros, aller corriger, aller setuper la base un peu tordue que vous savez faire mais que les autres ne savent pas faire. Et là, vous pouvez le faire en pair programming et ça fonctionnera plutôt bien. Pareil, même principe que sur la revue de code, n'hésitez pas à faire des petites digressions sur la partie cours, mais évitez de faire trop non plus sur ces parties-là. Dernier élément sur cette partie dont je voulais vous parler, c'est quelque chose, je pense que ça doit porter un nom, etc., mais je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est ce que moi j'ai appelé un point texte. Tout simplement, on prend une demi-heure tous les jours sur notre projet. Donc en général, moi je le faisais de 13h30 à 14h. Et surtout, on ne dépasse jamais ce timing-là. C'est une sorte de revue de code collective, mais ça peut être aussi le moment de faire des choix d'archi ou de faire évoluer son art de code ou de se mettre à niveau tous sur quelque chose de bien dégueulasse qu'on a fait dans un coin et qui est très important de savoir. Et ce que je vous conseille là-dessus, c'est de vous mettre d'accord à l'avance sur ce dont vous allez y parler. Donc nous, généralement, on faisait le stand-up le matin en arrivant, et en fonction des sujets qui étaient abordés, moi hier j'ai bossé sur ça, c'était bien pourri, etc. et autres, hop, à la fin du stand-up, on se dit le sujet du jour, ce sera machin bidule, donc la tâche d'hier qui est un petit peu moche, ou j'ai besoin d'aide sur machin, ça a l'air d'être tordu en termes de setup d'architecture, et on va gérer ça dedans. C'est pas très grave si c'est annulé de temps en temps, c'est pas très grave si ça dure que 10 minutes. Donc là, en moyenne, moi sur mes projets, alors, il y a des hauts et des bas, mais c'est en moyenne annulé une fois par semaine, et assez souvent ça durait que 10 minutes et pas une demi-heure, et c'est pas grave. L'idée, c'est que le fait de consommer ce temps-là soit peu coûteux pour les gens dans l'équipe, ce qui évite d'attendre de faire ce genre de réunion, d'éviter d'attendre la fin du monde, un truc super compliqué ou autre. On peut le faire un peu plus facilement au fil de l'eau, d'où l'intérêt de le sanctuariser, de le ritualiser pour le rendre plus facilement accessible. Et pour conclure, on pourrait parler de quelques profils, de quelques stéréotypes. Donc vous avez peut-être déjà rencontré dans vos équipes, dans vos projets. On a le super-héros qui résout tous les problèmes, souvent tout seul, et qui parfois casse un peu ce qui est autour pour que ça tombe en marche. On va retrouver également le moine codeur, donc c'est plutôt la personne qui va être en effet tunnel, qui va travailler tout seul sur sa tâche pendant 2 jours sans demander de l'aide, disant ouais, ça avance, etc. Souvent, ce problème-là, on le retrouve, c'est des personnes qui sont assez juniors, qui sortent d'école, qui cherchent un peu à prouver qui peuvent y arriver, etc., qui ont tendance à tomber dans l'effet tunnel, c'est-à-dire à pas demander d'aide en se disant ouais, je vais y arriver, etc., et à des fois bugger sur des trucs tout cons, et à pas forcément demander. Donc c'est ce que vous retrouvez sur le côté du moine codeur. Souvent, le grand architecte, c'est quelqu'un qui se met à faire du code un petit peu après les autres, qui aime bien clarifier, surclarifier et faire des documents à chaque fois qu'on fait des évolutions. On a le critique, alors celui-là il est super courant. Donc lui, tout est pourri, puis en fait il ne fait pas grand-chose. Et au final, l'archiviste, donc l'archiviste, bon là c'est pas si courant que ça, c'est quelqu'un qui va faire des refactoring tout le temps, qui va tout le temps essayer de faire plus propre que ce qui était la veille, mais qui fait pas forcément, qui code pas forcément sur les nouvelles choses. Et du coup, par rapport à ça, il y a quelques pratiques dont j'ai parlé, quelques pratiques dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui permettent de s'y conformer. Donc sur la partie super-héros, on va se dire que lorsqu'il va faire ses évolutions, il va poser des tests, et si les tests ils sont rouges, et son évolution il se la met quelque part. Sur la partie moine codeur, on va l'aider en sanctuarisant les points tech, en faisant du pair programming avec lui, en faisant de la revue de code, etc., pour casser un peu de force quelque part l'effet tunnel dessus. Sur le grand architecte, on va lui dire de faire 3 lignes en Markdown en README sur le repo et pas forcément trop s'attarder sur le reste. Expliquer qu'on a installé telle version de Tomcat précise sur telle machine, etc. En vrai, c'est écrit dans les variables du code Ansible, etc. Donc on fait juste un petit setup global et on ne va pas beaucoup plus loin. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi un petit peu derrière la notion de documentation as code. Alors là, en l'occurrence, c'est un petit peu... c'est un petit peu facile de dire documentation as code, il ne faut pas supprimer tout le code, bien sûr. Enfin, toute la documentation, pardon. Mais voilà. Et sur la partie critique, là, on va plutôt sur des outils liés au monde de l'agilité. Donc, on va travailler lors de rétrospectives pour faire en sorte que le critique soit un peu plus constructif.
quand c'est possible. Et enfin, sur l'archivisme, on va essayer de faire en sorte de définir ce que l'on veut faire et la limite, le nécessaire qu'on doit avoir, ce qu'on appelle la DOD, la Definition of Done, pour savoir quand s'arrêter lorsque c'est suffisant. En takeaway, en truc final, donc en chose dont j'ai parlé pendant 3/4 d'heure au final, c'est penser à gérer l'infra code comme du code, et donc du coup ne pas hésiter à aller voir chez les voisins d'à côté leurs pratiques. Donc là au final, moi, les 3/4 de mes slides, c'était de la repompe de choses qui se font classiquement, enfin en tout cas qui sont assez théorisées dans le monde du dev classique. Sur le monde de l'infra code, de bien focuser sur la boucle de feedback, sur sa durée. C'est ce qui est le plus difficile et ce qui fait qu'on a tendance à faire des choses trop grosses ou difficilement testables. On va bricoler, on va adapter les outils pour les choses qu'on va faire. Donc, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, notamment avec Terraform. On va faire en sorte que notre code soit facile à lire. Donc là, on a des aspects de linting, etc., mais aussi des choses sur lesquelles on va se mettre d'accord. Et puis même, au fur et à mesure, sur les revues de code et autres, ça va se stabiliser, ça va converger assez facilement. Et au final, on va relire le code du voisin pour partager le tout. Et si vous êtes capable de détecter les stéréotypes, machin, il est en mode bidule, il est en mode super-héros, etc., bah, ça peut aussi vous aider, à l'aide de ces stéréotypes, de déclencher des modes d'action. Voilà pour ça. De l'autre côté, côté Octo, on a écrit plusieurs livres blancs, mais deux qui sont un peu plus liés au sujet. On a un qui s'appelle Culture Code, qui est vraiment lié au craftsmanship, etc., et comment on peut aider à apporter de la confiance et comment partager au sein d'une équipe de dev. Donc là, c'est vraiment tout le focus sur les revues de code, le pair programming, etc., et comment, en tant que manager, aussi faire en sorte que ces équipes puissent faire ça sans avoir peur du flicage ou ce genre de choses, parce que c'est bien sûr pas l'objectif. L'autre élément aussi, c'est sur la partie DevOps. Donc là, c'est une publication qu'on fait en 3 volumes. Donc là, pour le moment, il n'y a que le premier qui est sorti. Il est un petit peu moins lié à ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est plutôt plus sur l'organisation DevOps, sur la répartition des rôles entre différentes équipes. Comment faire que tout ça fonctionne correctement. Tout ça est téléchargeable gratuitement sur notre site. Je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous avez des questions au moment des pizzas, ça marche aussi. Merci à tous.